À la une de ce journal, Matata Pogno ne décolère pas au sujet de ses immunités. Après avoir accusé le bureau du Sénat et son président, l'ancien Premier ministre vient de récuser le procureur général près la Cour constitutionnelle. L'opposant recherché dans l'affaire Bukangalozo accuse ce dernier de partialité. Et lentement et sûrement, Télé 50 approche des festivités de ses 13 ans d'existence. La chaîne panafricaine est reconnue mondialement comme celle qui fait rayonner la RDC à l'étranger. Des témoignages à suivre dans ce journal. Et dans le monde, Emmanuel Macron a ouvert ce jeudi à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. L'enjeu principal est la question climatique et la lutte contre la pauvreté. Le Premier ministre Sama Lukonde représente la RDC à ses assises. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Tout d'abord, Félix Tshisekedi est attendu à Kananga ce vendredi. Ça sera sa troisième visite dans le chef-lieu de la province du Kasaï central. Sur place, l'engouement n'est pas encore trop fort, mais selon notre correspondant, le président de la République s'y rend pour lancer le projet d'urgence pour la résilience financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars. Les précisions de Espérant Daniel Kambulu. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu ce vendredi 23 juin à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Il vient pour lancer les projets d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga-Puruk, projet financé par la Banque mondiale sous tutelle du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Les activités de ces projets s'articulent autour des 4 composantes, à savoir les interventions de réponse d'urgence, les développements urbains résilients intégrés, la gestion des projets et soutien à la mise en œuvre et enfin la contingence d'intervention d'urgence. Déjà, la vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement humain, Mamta Murti, séjourne à Kananga depuis hier mercredi. Et 2 ministres du gouvernement de la République, celui de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilumba Mukala et son collègue de finances Nicolas Kazadi Kadima, arrivent à Kananga ce jeudi. Dans les états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée, l'ambiance règne en faveur de la mobilisation tous azimuts de tous les fils et toutes les filles centre Kassaya pour un accueil chaleureux du chef de l'État. Cette troisième visite du président de la République à Kananga après celle de décembre 2021 et de septembre 2022 motive la Société congolaise pour l'État des droits, SCAED, une structure de la société civile, d'exhorter les centres Kassayens à veiller sur l'évaluation objective du bien-être et de l'amélioration de qualité, ainsi que des conditions de vie des populations de Kananga. La perquisition a eu lieu cette nuit et très peu de choses à filtrer de cette opération. La maison de Dunia Kilanga, secrétaire national du PPRD en charge des mobilisations, a été visitée par des personnes présentées comme des agents des services de renseignement. Pour l'heure, ni le PPRD ni le concerné n'a commenté l'affaire, mais selon des sources proches, la maison a été fouillée de fond en comble. De l'argent a disparu et 3 camarades résidant le quartier de l'homme politique ont été arrêtés. La famille se dit choquée mais reste tenace et résistante. C'est une énième perquisition effectuée dans le domicile d'un opposant. Nous y reviendrons avec plus des détails dans nos prochaines éditions. Et après avoir retiré sa confiance au président du Sénat, Bahati Lukwebo, et porté plainte contre lui, le sénateur Matata Pogno est allé au parquet général près la Cour constitutionnelle déposer sa récusation contre le haut magistrat Jean-Paul Mukolo. Matata Pogno considère que Jean-Paul Mukolo est juge et partie et ne peut en aucun cas statuer sur le dossier Bukangalozo. On le suit ici au micro de Jean-David Kilolo. Imaginez-vous que le procureur général Mukolo a demandé au ministre des Finances Kitebi Kibolnvoul de témoigner contre moi, condamner M. Matata, aidez-nous à le charger. C'est inimaginable. Ceci est tellement inacceptable pour un haut magistrat. Il est procureur général près de la haute cour. Donc chargé de juger un président en fonction, un premier ministre en fonction, de tels actes sont inacceptables. Évidemment, vous le savez, le procureur général Jean-Paul Mukolo, pour bien opérer, et il harmonise avec le président du Sénat, qui est en fait le chef de notre institution. Comment vous pouvez vous imaginer que le procureur général Mukolo puisse déposer sa lettre uniquement le 16 juin lorsqu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de flagrance. Alors que la session parlementaire ordinaire se termine le 15, il ne vient déposer que le 16 sa lettre. C'est qu'il y a une complicité.
Et donc ça, je crois que le procureur général Jean-Paul Mukolo, maintenant que nous l'avons récusé, maintenant que nous l'avons retiré toute notre confiance, conformément au code pénal, conformément aux lois qui organisent les institutions judiciaires, il n'a plus le droit de pouvoir opérer sur mon cas. Nous avons retiré la confiance non seulement à lui-même, procureur général, mais aussi à l'ensemble des magistrats qui travaillent dans son office. Et le ministère congolais des Affaires étrangères a annoncé l'évacuation des ressortissants de la RDC restés coincés au Soudan du Sud où sévit depuis mi-avril un conflit armé qui a à nouveau mis à genoux le pays. Ces Congolais, en bonne partie des étudiants, étaient en détresse et avaient lancé un cri d'alarme il y a plus d'une semaine via des médias étrangers. Le gouvernement a annoncé l'évacuation d'une partie d'entre eux. L'évacuation des étudiants congolais vivant au Soudan a débuté hier, mercredi 21 juin 2023, en direction de l'Égypte, tel que l'a annoncé le ministère congolais des Affaires étrangères sur son compte Twitter officiel. À en croire le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a aussitôt réagi sur ce même compte. Pour le reste des Congolais qui se trouvent encore au Soudan, le gouvernement de la République maintient les contacts et est déterminé à trouver des voies et moyens pour les assister et éventuellement organiser leur évacuation. Il s'y est de rappeler qu'au moins 10 ressortissants de la RDC ont trouvé la mort le 4 juin dernier dans des bombardements qui ont visé un milieu universitaire. Chose survenue malgré l'annonce de l'intention de Kinshasa visant le rapatriement de 350 Congolais en détresse au Soudan après l'éclatement de la guerre mi-avril. Pas plus tard que le 13 juin, dans une interview accordée à la Radio France Internationale, Christophe Lutundula a annoncé les mots d'évacuation du Congolais, chose qui est caractérisée par une lenteur au chef du gouvernement congolais. Au moment où je vous parle, notre ambassadeur près de la République d'Égypte est ici. Il y prend l'avion demain pour le Caire et il va arriver à Assouan jusqu'à la frontière pour louer le bus qui va les prendre. De là, évidemment, on va arriver à Assouan et Assouan avion le Caire. Kinshasa. Les bus sont en position d'attente des personnes qui les payent pour ce transport. Maintenant, l'ambassadeur part avec l'enveloppe qu'il faut sur la base de l'état de besoin qu'il a établi. Signalons tout de même que les instructions ont été données de la part de Kinshasa à l'ambassadeur de la RDC en Égypte afin que cette opération soit concrétisée d'après Christophe Lutundula. Et puis dans le cadre de la lutte contre la circulation illicite des armes légères, 314 000 armes ont été marquées et enregistrées dans 6 provinces de la RDC. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui a fait cette annonce lors de la cérémonie de clôture de la première phase des opérations de marquage d'armes. La prolifération illicite d'armes est un des facteurs d'insécurité au pays. Christian Kalonji. Les armes légères et les petits calibres sont considérés en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité non négligeable de ce type d'armes est qu'elles sont présentes et circulent illégalement entre les mains des personnes non autorisées d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimentant ainsi les conflits communautaires, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. Elle contribue également à l'émergence ou à la persistance d'une nouvelle forme de criminalité, notamment le terrorisme, mais aussi le blanchiment des capitaux, qui se révèle comme une véritable menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre pays, mais aussi de toute la région des Grands Lacs. Le député national Gratien Iranka a plaidé pour des solutions urgentes et efficaces face à la montée vertigineuse de l'insécurité dans la province de l'Ituri en critiquant vivement l'état de siège. L'élu national a également déploré le nombre de morts enregistrés ces derniers mois. C'était lors d'un point de presse.
Devant la presse, le député Gratien Iranka n'a pas eu sa langue en poche au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de l'Ituri. Situation humanitaire, activisme de la Codeco, l'élu d'Ensemble pour la République s'est voulu très clair. À partir du 1er janvier 2023 au 20 avril 2023, on avait plus de 500 morts dans la province de l'Ituri et il y avait toujours un silence absolu. Alors nous avons fait des manifestations, nous avons remis un mémorandum au secrétaire général des Nations Unies à travers les représentants spéciaux des Nations Unies en République démocratique du Congo pour que les Nations Unies s'impliquent afin que les massacres soient stoppés. Nous avions prévu à date du 22 juin une autre manifestation pour évaluer si nos recommandations aux Nations Unies, si elles étaient prises en compte. Il s'agissait de faire pression sur le gouvernement congolais en fait de s'assumer comme pays pour qu'il y ait intervention au niveau international sur tous les plans et notamment aussi la situation humanitaire qui est désastreuse. Saluant l'initiative du gouvernement de tenir une table ronde autour de la réqualification de l'état de siège, Gratien Iranka pense que l'heure est venue de lever cette mesure qui n'a pas produit des résultats escomptés. Et nous allons donc accompagner le processus tant au niveau national qu'au niveau international, tout en état près de la population. Si nous sentons qu'il y a un délaissement, qu'il y a un ralentissement, que ce soit du gouvernement, que ce soit de la communauté internationale, nous pensons que nous allons revenir à la manifestation. Le gouvernement de la République est donc appelé à prendre des mesures efficaces pour sauver les populations de l'Ituri. Et puis le Conseil du CESAC vient de se doter d'un texte des directives sur la campagne électorale dans les médias. Un document de 70 articles ont adopté en plénière mercredi. Il reprend notamment les règles relatives à la déontologie, les normes sur la répartition du temps d'antenne des candidats, les responsabilités des médias et les sanctions que l'organe va appliquer en cas de dérapage. Au cours de la plénière du 21 juin qui a réuni la grande majorité des hauts conseillers, 12 présents sur les 15, le CESAC a finalement levé la sanction contre la chaîne CML 13 TV et pris une sanction de privation d'antenne de 30 jours contre Peter Tchani de Perfect Télévision. Pour les rapporteurs adjoints Serge Ndibou, les acteurs de la chaîne CML 13 TV ont fourni leurs moyens de défense tout en reconnaissant les erreurs commises en promettant de s'amender. Serge Ndibou a souligné que l'instance de régulation de médias entend poursuivre sans désemparer son travail des régulateurs qui ne peut être dicté ni par des humeurs des gens ni par des forces extérieures car la vision du CESAC est clairement définie dans la loi qui fonde cette institution et qui lui assigne ses missions. Les amis de CML 13 TV ont coopéré. On a noté dans leur chef une attitude positive à faire évoluer les choses. Et aujourd'hui, l'Assemblée plénière a décidé de lever la sanction. Et donc, la sanction est levée pour CML TV parce qu'ils ont collaboré. Le CESAC s'est doté de la directive relative à la campagne électorale à travers les médias. Donc, les hauts conseillers ont adopté ce texte de 70 articles qui va régir la campagne électorale à travers les médias. Au-delà de son caractère public, la plénière du mercredi a été fortement médiatisée et le rapporteur adjoint s'en est expliqué en ces termes. Il fallait inviter la presse pour qu'elle voie que les choses ne se passent pas comme elles avaient été présentées. Et on se rend dans la province du Haut-Lomami où les investisseurs continuent d'affluer et ce grâce à la politique d'ouverture mise en place par la gouverneure Isabelle Kalenga au nombre de ces entrepreneurs des Indiens. Les détails dans ce reportage. C'est une réponse d'après l'exposé de la gouverneure du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga à Lubumbashi, que l'entreprise Groupe Congo SARL vient marquer sa première volonté d'investir dans cette province. Un milieu caractérisé par l'agropastoral, les Groupes Congo SARL a ciblé d'abord le matériel type électroménager, des constructions surtout en quincaillerie. Les conseillers juridiques de ce partenaire indien a salué les efforts de la gouverneure pour le relèvement de la province. Cérémonie d'inauguration Prestige Congo Group s'inscrit dans la matérialisation de la vision de l'autorité provinciale qui nous avait conviés personnellement en tant qu'opérateur économique à mettre la main à la pâte pour que les développements de notre province
puisse décoller. Niembo Bouana, conseiller de la gouverneure en PME, a encouragé ses investisseurs qui ont répondu à l'appel de l'autorité provinciale avant de lancer l'ouverture des activités. J'encourage les promoteurs à saisir également d'autres opportunités d'investissement que lui offrira notre chère province. J'encourage aussi les autres investisseurs qui, après avoir écouté l'appel lancé par son Excellence Madame la Gouverneure lors du forum d'investissement tenu à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, à venir également investir dans notre chère province. Il s'en est suivi la visite guidée de l'ouvrage pour donner goût à toute la population de Kamina et lui de consommer les produits de ses partenaires pour encourager les autres investisseurs, d'investir dans les Holomami. Et Télé 50 est capté dans tous les 4 coins du monde, de l'Amérique du Sud. En Afrique australe, c'est l'un des médias télévisés qui aborde largement l'actualité en République démocratique du Congo. Cette année, la chaîne du cinquantenaire fête ses 13 ans et vous êtes nombreux à nous renouveler votre confiance. Télé 50 constitue l'aboutissement heureux d'une œuvre conçue par le génie d'un homme, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui maître d'école. Une boussole, mieux une référence. Dans l'univers médiatique congolais, en 13 ans d'existence, Télé 50 s'est imposé en République démocratique du Congo comme un média au service de la nation. Accompagner les institutions de la République et vendre l'image positive du Congo de Lumumba, c'est en tout cas la ligne éditoriale dictée par son promoteur, un bon nationaliste. Depuis le lancement de son signal en juin 2010, Télé 50 a couvert tous les grands événements de ces 10 dernières années. Des 5 chantiers à la révolution de la modernité, passant par les différentes guerres d'agression ou même la victoire des FARDC sur les M23 en 2013, Télé 50 est resté un modèle pour beaucoup d'autres médias. En 13 ans, la chaîne d'information Télé 50 a acquis beaucoup plus d'expérience dans les traitements des différents sujets d'actualité et c'est en toute impartialité. Anciens comme nouveaux, les agents de Télé 50 sont en tout cas membres d'une famille qui a pour idéologie les Congo d'abord. Ceci passe par la défense médiatique de l'intégrité du territoire national, les soutiens sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les témoignages fusent de partout. Télé 50, c'est bonjour 50 wana. Ya Tongo. Yango peze donc soki na komi na suka na ngote na kono wala na ndako même 11h. Donc na yebi le suteke na zo ya busala. Happy birthday Télé 50. We are so happy to have Télé 50 with us here in Nous sommes heureux d'avoir Télé 50 ici en Afrique du Sud. Télé 50, c'est le seul média sûr que nous regardons ici. Félicitations à Jean-Marie Kassamba pour avoir engagé de jeunes Congolais. Je suis heureuse de voir ces jeunes travailler pour Télé 50. Je les apprécie énormément. Je souhaite tous les meilleurs à Télé 50. 24 juin 2010, 24 juin 2023, 13 ans, ce n'est pas 13 jours. Télé 50 est désormais plus qu'une unité de mesure dans l'univers médiatique congolais. Télé 50, simplement congolais. L'actualité dans le monde à présent, le sommet sur le pacte financier mondial s'est ouvert ce jeudi à Paris dans le palais Brongnia. Une rencontre internationale de haut niveau conçue dans l'objectif de guider la façon dont toutes les parties prenantes travailleront ensemble dans les années qui viennent pour lutter contre la pauvreté et le changement climatique. La RDC se fait représenter par son Premier ministre Jean Sama Lukonde. Et en sport à présent, le protocole d'accord pour l'organisation du tournoi Fachi Cup a été signé hier entre le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale. Ce tournoi qui sera lancé le 1er juillet au stade des Martyrs va concerner les léopards de moins de 20 ans. Christian Bokaya. La revalorisation du football des jeunes, c'est parmi les priorités du président de la République, chef de l'État et de son gouvernement de booster un peu le football des jeunes. C'est désormais officiel. Le gouvernement congolais, via le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, ont conclu un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi de jeunes de moins de 20 ans
dénommée FATCHICAP. Dans le cadre de cette convention, les 3 entités travailleront en collaboration pour créer de nouvelles opportunités afin de faire de l'Afrique centrale un espace pouvant ouvrir aux jeunes de nouveaux horizons. De la zone UNIFAC, remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier son chef, d'avoir accepté que ce tournoi porte son nom. Monsieur le ministre, merci d'avoir cru à cette initiative. Merci d'avoir cru à ce projet qui est fédérateur pour la sous-région. Présent à ces tirages, le coach adjoint des Léopards U20, Joseph Medan Seka, pense que la RDC est prête à affronter n'importe quel adversaire. C'est pas étonnant et nous ne sommes pas surpris parce qu'on devait prendre n'importe quelle sélection. Donc nous sommes prêts et nous nous préparons en conséquence aussi. FATCHICAP, un tournoi qui réunira du 1er au 9 juillet 6 pays d'Afrique centrale, à savoir la RDC pays hôte, la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, la République du Congo et le Cameroun. Place au rappel des titres à présent. Matata Pogno ne décolère pas au sujet de ses immunités. Après avoir récusé le bureau du Sénat et son président, l'ancien Premier ministre vient de récuser le procureur général près la Cour constitutionnelle. L'opposant recherché dans l'affaire Boukan Alonso accuse ce dernier de partialité. Et lentement et sûrement, Télé 50 approche des festivités de ses 13 ans d'existence. La chaîne panafricaine est reconnue mondialement comme celle qui fait rayonner la RDC à l'étranger. Et vous êtes nombreux à nous faire confiance. Merci énormément. Dans le monde, Emmanuel Macron a ouvert ce jeudi à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. L'enjeu principal est la question climatique et la lutte contre la pauvreté. La RDC est représentée par son Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.